Quand on s'intéresse à l'histoire du Japon, on s'aperçoit vite que la plupart des personnages portent plusieurs noms au cours de leur vie. Par exemple, Toyotomi Hideyoshi, l'un des 3 unificateurs du pays, s'est appelé successivement Kinoshita Hideyoshi, Hashiba Hideyoshi et enfin Toyotomi. Et encore là ça va, parce qu'il conserve au moins le prénom. Mais prenez le 3e unificateur, Tokugawa Ieyasu, qui s'appelait au départ Matsudaira Takechiyo. Déjà que c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans l'histoire du Japon, c'est comme si on rajoutait une couche de difficulté supplémentaire pour nous embrouiller encore plus. Alors, dans cette petite vidéo un peu spéciale, je vais vous expliquer les raisons de ces changements. Je préfère le faire dans une vidéo à part, plutôt que de vous embrouiller la tête avec ça dans les prochaines vidéos d'histoire. Elles seront sans doute déjà assez complexes comme ça, sans qu'il soit besoin de rajouter ce genre d'explication. Donc, considérez ça comme une sorte de prologue à la future période Heian, dont on va parler bientôt sur la chaîne. Alors si j'ai bien suivi, c'est pas la plus facile à comprendre, c'est ça? En effet, oui, et c'est aussi pour ça qu'elle tarde à arriver, parce que c'est une période capitale dans l'histoire du Japon, et c'est un vrai challenge pour la vulgariser. D'ailleurs, autant vous le dire déjà maintenant, elle sera très certainement découpée en plusieurs épisodes. Alors, en attendant, commençons par comprendre ces histoires de changement de nom là. Le Genpuku est une tradition qui perdurera jusqu'au 19e siècle. C'est en fait le passage à l'âge adulte. Il varie selon les familles et les époques, mais généralement il a lieu entre la 10e et la 20e année. Comme vous vous en doutez, en plein Moyen-Âge, ça ne concerne évidemment que les garçons. Et dans les familles nobles ou militaires uniquement. Les paysans, par exemple, conservaient le même nom toute leur vie. Lorsqu'un enfant naît, on lui attribue un nom qui s'appelle le yomyo. En général, les individus sont désignés durant leur enfance sous leur seul yomyo. On indique rarement leur nom de famille. Lors du Genpuku, qui se déroule selon un véritable cérémonial, la personne en charge, souvent le père, calligraphie le nouveau nom sur un papier et le présente au jeune homme ainsi qu'à l'assemblée avant de le prononcer à haute voix. L'intéressé sera désormais nommé avec ce nom précédé de son nom de famille. Durant toute la période Heian, on avait coutume d'intercaler la particule no entre le nom et le prénom, surtout chez les samouraïs. Par exemple, Minamoto no Yoshitomo ou Taira no Kiyomori. No indique l'appartenance, et ici ça avait son importance puisqu'il s'agissait de désigner l'appartenance à un clan. Yoshitomo du clan Minamoto ou Kiyomori du clan Taira. Par la suite, le no finira par disparaître pour ne laisser que le nom et le prénom. Au cours de sa vie, il arrive qu'un personnage change de nom à plusieurs reprises après son Genpuku. Ça peut s'expliquer de différentes façons. Une promotion dans son statut social, une manière de signifier son allégeance à une famille ou à un clan, ou le fait d'être devenu le chef du clan. Il peut même arriver qu'un personnage change de nom dans le but de conjurer le mauvais sort lié à un nom bien spécifique, ou tout simplement pour éviter d'être confondu avec un autre individu portant le même nom. Si par exemple, un nouveau vassal rejoint un seigneur, et que celui-ci a déjà un vassal portant le même nom, ça peut arriver, il peut être amené à en changer. Il peut également arriver qu'un personnage change de nom suite à ses exploits sur le champ de bataille. Pour reprendre l'exemple d'Hideyoshi, celui-ci avait tout d'abord reçu le nom de Kinoshita par Nobunaga. Mais plusieurs années plus tard, de par ses prouesses, il demandera l'autorisation de changer de nom en utilisant des kanji appartenant à 2 autres généraux de Nobunaga, formant ainsi le nom de Hashiba. Enfin, il pouvait également arriver que certains personnages se fassent appeler par leur titre. C'est surtout valable au départ pour les nobles et les gens de cour, tels que les différents ministres, mais également pour les samouraïs devenus gouverneurs de province par la suite. Pour reprendre les exemples déjà cités, Yoshitomo pouvait se faire appeler Sama no Kami Yoshitomo, c'est-à-dire gouverneur de Sama, tout comme Kiyomori était appelé Aki no Kami, gouverneur de la province d'Aki. Attends une seconde là, tu as bien dit Kami? Les gouverneurs sont l'égal des dieux? Non, on parle pas du même Kami, hein. Le kanji est différent bien sûr, mais tu fais bien de le souligner, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Et encore, je vous épargnerai la multitude de titres existants dans laquelle, je vous avoue, je me perds moi aussi. Pour diverses raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas, il pouvait arriver également qu'un individu entre en religion au cours de sa vie. En clair, il devient moine bouddhiste dans un temple. C'était souvent une décision irrévocable et définitive, ce qui fait que les gens du Moyen-Âge utilisaient une expression que j'aime beaucoup. On disait alors que la personne avait renoncé au monde. Évidemment, là, il vaut mieux savoir ce que ça signifie, parce qu'on aurait vite fait d'interpréter ça comme un suicide. Or, pas du tout. Il s'agit de renoncer au monde matériel et de se consacrer au monde spirituel, évidemment.
Et pour bien montrer ce renoncement et l'appartenance à Bouddha, l'individu devait se raser le crâne, ça on le sait, mais aussi prendre un nouveau nom. Un nom souvent à consonance chinoise d'ailleurs, et qui ressemble à un pseudonyme, puisque dès lors, la personne n'a plus de nom de famille ni de prénom, juste un nom bouddhiste. Pour en citer quelques-uns qui sont restés dans l'histoire, Kukai, Shinzei, Shanao, etc. Le côté renoncement ne signifiait cependant pas que ces personnes vivaient recluses comme des ermites. Certains, comme Shinzei, ont eu une grande influence politique. Ce changement de nom dû à l'entrée en religion concernait en revanche autant les hommes que les femmes. Je dirais même que les femmes étaient davantage concernées d'ailleurs. Il arrivait en effet très souvent qu'elles entrent en religion après le décès de leur mari. Une pratique qui rappelle évidemment l'entrée au couvent des veuves durant notre Moyen-Âge à nous. La différence ici étant qu'elles ne rejoignaient pas nécessairement un temple. Elles pouvaient très bien rester actives au sein de leur clan ou dans la famille impériale par exemple. Leur nom bouddhiste était un peu différent de ceux des hommes, mais en revanche un poil plus compliqué. Du style Bifukumon-in ou encore Kenreimon-in. Et puisqu'on parlait de la famille impériale à l'instant, finissons par elle. Lorsqu'un enfant naît dans la famille impériale, il ne reçoit pas un simple prénom comme le commun des mortels, si j'ose dire. Il reçoit un nom relativement long et compliqué. Je ne vais pas vous donner d'exemple ici parce que je sens que ça va commencer à faire beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non ? Voilà, d'autant plus que ce nom à rallonge n'est que très rarement utilisé. Habituellement, on n'utilise qu'une seule partie du nom pour désigner les princes de la cour impériale, celle qui se termine généralement par Hito. Vous avez sûrement déjà entendu parler des empereurs Hirohito ou Akihito, beaucoup plus proches de nous. Ce type de nom ne date pas d'hier. C'est lors de l'accession au trône que le prince change de nom et prend alors son nom d'empereur. Hirohito, par exemple, était l'empereur Showa. Quant à l'empereur Meiji, avant de monter sur le trône, il s'appelait Mutsuhito. Et histoire de revenir à la période Heian, il y aura une petite particularité liée aux empereurs de cette époque, mais je vous laisserai la découvrir dans les futures vidéos. Et toujours à propos des empereurs japonais, il va en être question très bientôt sur la chaîne, puisqu'on va en parler, mais sous forme de short. Et pas seulement des empereurs d'ailleurs. Je vous invite à checker l'onglet short dans les jours ou les semaines qui viennent, car je suis en train d'en préparer un certain nombre, on va dire. Ce qui vous aidera à patienter en attendant les prochaines vidéos, puisque elles n'arriveront pas tout de suite. Pour terminer sur les noms, je n'ai évidemment pas tout évoqué, sinon on peut continuer longtemps, ne serait-ce qu'avec les changements de nom liés à une profession par exemple, ou les noms d'artistes comme les acteurs de No ou de Kabuki, sans parler des maîtres de thé. Mais tout ça c'est secondaire, je voulais avant tout expliquer les principaux changements que l'on va être amené à rencontrer de plus en plus dans les prochaines vidéos consacrées à l'histoire du Japon. J'espère être parvenu à simplifier tout ça au mieux. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Et naturellement, comme d'habitude, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un petit pourboire si vous vous sentez d'humeur généreuse et si vous en avez les moyens. N'oubliez pas de checker donc l'onglet short qui va commencer à se remplir très bientôt en attendant la suite des vidéos. D'ici là, portez-vous bien et que tous ces changements de nom impromptus ne vous empêchent pas de continuer à aimer le Japon. Matane!